477, angle 26 degrés, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 37,5. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition d'information. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous débutons cette édition avec cet élément. L'Association des femmes du Niger a tenu une assemblée générale ce mardi 10 février 2026 dans l'enceinte de son siège sur le thème leadership féminin et résilience économique, des solutions endogènes pour un Niger prospère. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Madame la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, la professeure Siddikou Rahmatou Jarmoko, en présence de plusieurs autres invités de marque. Les temps forts de cet événement avec Noël Dédé Sarr. L'Association des femmes du Niger, AFN, a tenu une assemblée générale sur le thème leadership féminin et résilience économique, des solutions endogènes pour un Niger prospère. La cérémonie a été présidée par la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Professeur Siddikou Rahmatou Jarmoko, c'était en présence de plusieurs invités de marque. L'objectif de ce congrès était d'échanger sur les enjeux prioritaires concernant les femmes au Niger et de trouver des solutions pour renforcer leur leadership et leur résilience économique. Dans son intervention, la coordinatrice régionale de Niamey a réaffirmé son engagement à soutenir le pays, notamment le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, dans ses efforts pour sécuriser le Niger. Quant au gouverneur de la région de Niamey, Asman Abdouharouna, a souligné l'importance du thème choisi pour cette assemblée générale en encourageant l'AFN. Il a reconnu le rôle crucial que les femmes jouent dans la société nigérienne et à leur capacité à contribuer à la croissance économique et à la stabilité du pays. Pour réussir cette résilience économique à travers vos solutions endogènes, il va vous falloir consolider vos acquis actuels, arracher de votre lutte et vous inscrire résolument dans la recherche, dans l'innovation et l'entrepreneuriat structurant, en accordant une dimension particulière à l'anticipation, tendant à lutter efficacement contre les fléaux du moment, tout en renforçant les approches et les mécanismes de la finance exclusive à travers la facilitation des accès de vos cibles vulnérables aux voies d'amélioration de cette résilience dans tous les paliers sociaux. Ainsi, vous tirerez considérablement les affres de notre dépendance extérieure. Munkaila Aïssata Karijo, présidente de l'Association des femmes du Niger, AFN, a tenu à rappeler l'objectif de l'association et a également mis l'accent sur l'importance de l'éducation et de la formation pour renforcer les capacités des femmes et de promouvoir leur autonomisation. Les présentes assises se tiennent dans un contexte de refondation nationale et de conquête de la souveraineté intégrale de notre cher pays, où la conduite éclairée du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, avec à sa tête le général d'armée Abdraman Tiani. Président de la République, chef de l'État. À ce propos,
nous affirmons notre disponibilité indéfectible, comme par le passé, et comme toujours, quand il est question de ce qui est bien pour le Niger. Assurément, la refondation consiste à nous baser sur nos valeurs culturelles et sociales, à tirer les leçons de notre existence et bâtir ce qu'il y a de mieux pour notre communauté et notre prospérité. L'Association des femmes du Niger, AFN, depuis les premières heures de son existence, n'a jamais adopté une attitude d'observateur ou de respectateur. Elle a toujours tenté d'être au premier rang de tous les combats et de tous les grands chantiers pour le développement économique et social du Niger. Nos ambitions pour le développement économique du Niger ne doivent pas nous faire octroyer pour notre rôle citoyen dans la lutte pour l'insécurité. Dans son discours, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, professeur Sidi Kouramatou Jarmakoy, a remercié l'Association des femmes du Niger pour son engagement en faveur de la paix et lance un appel à l'unité et à une meilleure collaboration entre les différents acteurs de la société pour relever les défis auxquels le pays est confronté, notamment l'insécurité, et a souligné que l'autonomisation des femmes est un élément essentiel pour un développement durable. Le thème choisi pour ces présentes assises, à savoir leadership féminin et résilience économique, des solutions endogènes pour un Niger prospère au sein de l'AES, ce thème témoigne de votre maturité politique et de votre parfaite convergence avec la vision portée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Ce thème est pertinent à plus d'un titre. De prime abord, il place la résilience au cœur de l'action qui symbolise l'organisation et la victoire. La femme nigérienne est le premier agent économique de notre pays. La femme nigérienne conseille, la femme nigérienne transforme, la femme nigérienne vend, la femme nigérienne épargne, la femme nigérienne nourrit et la femme nigérienne conseille son entourage au-delà de sa propre famille. L'Association des femmes du Niger, AFN, a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à feu Fatouma Diallo Keita, ancienne présidente de l'association, et à Munkaila Aïssata Karijo, une figure emblématique du mouvement des femmes. La salle de conférence de l'AFN a été baptisée à son nom en reconnaissance de son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes, tandis que l'association a été inaugurée au nom de Diallo Fatouma Keita, pionnier de la lutte pour les droits des femmes. Ces deux femmes ont marqué l'histoire de l'association et du Niger. Leur dévouement à la cause des femmes est un exemple à suivre pour toutes les femmes nigériennes. La suite de cette édition, c'est un fléau qui s'éterre trop souvent dans l'ombre des foyers ou le silence des bureaux. Les violences basées sur le genre continuent de briser des vies touchant les femmes, les hommes et les filles de leur chaîne et leur dignité. Mais aujourd'hui, la parole se libère entre traumatisme et résilience. Quelle solution pour protéger les victimes et quels apports des organisations pour la lutte contre ces phénomènes? Le reportage. Bien que la société tente de préserver les mœurs par des règles tacites et des lois strictes, la réalité du terrain est alarmante. Les violences basées sur le genre ne se limitent pas aux agressions physiques. Elles s'immiscent dans le quotidien sous des formes insidieuses. Harcèlement, dénigrement, diffamation ou critiques acerbes visant à briser l'individu. Si les statistiques pointent majoritairement vers les femmes et les jeunes filles, les hommes ne sont plus épargnés par la violence psychologique, tout comme les personnes vivant avec un handicap, souvent cibles de marginalisation. Ce sont autant d'actes antisociaux qui, malgré la censure législative, persistent dans l'obscurité des foyers et des lieux publics. Face à cette urgence, l'engagement de la société civile est crucial. L'ONG Femmes et Enfants Victimes de violences familiales s'est imposée comme un pilier de cette lutte depuis plus de 20 ans. Selon son directeur de programme, l'heure n'est plus au simple constat, mais à l'action ciblée. Violence basée sur le genre, c'est tout acte de violence, comme
perpétrée sur une personne du fait de son genre. C'est-à-dire on se base sur le genre pour perpétrer une violence contre quelqu'un. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme, ça peut être l'enfant, ça peut être les personnes handicapées, ça peut être les personnes âgées. Donc tout acte qu'on peut perpétrer contre une personne en se basant sur le genre de la personne, sur certaines considérations sociales, basées sur le genre. Donc dans le cadre du VBG, il y a eu une classification qui avait fait sortir 6 types de violences. Donc d'abord il y a le viol, et en premier, en deuxième il y a les agressions sexuelles, et nous avons aussi les agressions physiques, et nous avons le mariage forcé, et nous avons le déni de ressources d'opportunités et de services, et aussi nous avons les violences psychologiques et émotionnelles. Voilà les 6 types. Quelle que soit la nature de la violence, on peut la classifier dans un des types. Et selon les statistiques que nous avons à notre possession, les femmes sont les plus touchées. Et aussi les filles. Même parmi les femmes, les filles. L'homme, dans certains endroits, pourrait se défendre. Et dans certaines situations aussi, c'est l'homme qui se met en position de patron, si je peux le dire, que ce soit dans le milieu conjugal et sur le plan du travail. La plupart des temps, vous allez voir que c'est l'homme qui occupe une situation supérieure à celle de la femme. Donc, il essaie d'en abuser et ça nous amène dans des situations de violence. Cependant, malgré la multiplication des interventions, le chemin vers l'éradication totale reste long. Le constat du directeur des programmes est sans appel. Le travail isolé ne suffit plus. Pour espérer un changement de paradigme, il est impératif de mutualiser les forces. SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, c'est une structure qui a été créée depuis 1998. Et nous sommes une des rares ONG qui est spécialisée dans le domaine des VBG. Parce que, à l'épreuve des faits aujourd'hui, vous allez constater que la plupart des ONG veulent abonder dans le domaine des VBG. Alors qu'au départ, en tout cas, ni de par leur statut, ni de par leur plan d'action, vous ne verrez qu'ils sont spécialisés dans cela. Mais comme s'il y a des financements à rechercher, maintenant tout le monde veut faire des VBG. Mais nous, SOS, nous sommes spécialisés là-dedans et nous sommes restés dans les VBG depuis la création de cette structure. Et c'est ça qui nous conforte et qui nous met en situation d'ONG pionnière aujourd'hui au Niger. SOS travaille sur un certain nombre de dimensions, notamment la première dimension d'intervention de SOS, d'abord c'est la prévention. Parce que quel que soit ce qu'on fait, la prévention elle est toujours importante. SOS fait la prévention. Et SOS aussi fait la réponse. Donc quand prévenir n'arrive pas à arranger, maintenant il faut répondre. La réponse c'est quand il y a des situations de violence qui sont là, il faut les gérer. Donc nous avons un mécanisme et nous avons un dispositif qui nous permet donc d'assurer la gestion efficace et efficiente des cas de VBG que nous recevons. Et nous avons des spécialistes, notamment des juristes, des psychologues, des agents de santé, donc des animatrices, en tout cas, on a tous les experts dont on a besoin pour animer un centre de prise en charge holistique de VBG. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La troisième dimension aussi, il y a une dimension qui est importante, c'est le renforcement des capacités. La dernière dimension, c'est l'aspect plaidoyer. Nous faisons des plaidoyers, que ce soit au niveau communautaire, pour changer les normes, certaines normes sociales. L'appel que je lance, c'est à 3 niveaux. D'abord au niveau de nous-mêmes ONG, donc de créer une synergie autour de nous pour que nous puissions vraiment avoir les résultats que nous, voilà, la mutualisation. Et aussi surtout que la franchise, quand on sait qu'on ne peut pas ou bien on ne sait pas, c'est vraiment de passer le relais. Ou bien quand on atteint ses limites, donner le relais à une autre qui peut continuer le combat. C'est comme ça la lutte contre le VBG. L'autre appel, c'est à l'endroit de la société, pour plus en tout cas de compréhension, donc entre les familles, entre les couples et dans la société tout entière pour que les violences puissent être combattues. L'éradication des violences basées sur le genre n'est pas seulement une question de justice, c'est le socle indispensable d'une société véritablement épanouie.
Le silence est le meilleur allié de la violence. Le rompre est le premier pas vers la guérison collective. Alors, dans le même cadre, adopter un bon comportement à l'école est bien plus qu'une question de discipline. C'est le socle de réussite et du respect de soi. Pour une jeune fille, briller à l'école repose sur un équilibre entre excellence académique, respect des autres et affirmation de sa personnalité. Jamila Oumarou pour le reportage. L'école est perçue comme l'endroit privilégié d'instruction des élèves, mais aussi et surtout pour les transmettre des connaissances. Ainsi, l'accès à l'école est un droit fondamental pour les garçons comme les filles sans discrimination. En effet, la scolarisation de la fille est une nécessité impérieuse où il est important de s'interroger sur les comportements devant adopter les filles à l'école. Le comportement, ça se passe bien, se comporte bien en général. Concernant cette école, oui, se comporte bien en général. On n'a pas de soucis majeurs. Nous avons 247 élèves ici. Nous avons 101 garçons et 146 et une fille. Nous avons un règlement intérieur assez strict par rapport à la jeune fille, concernant la tenue vestimentaire surtout. Voilà, c'est tout cela, surtout la tenue vestimentaire. Donc nous mettons un accent vraiment là-dessus. Voilà, nous interdisons les tenues moulantes et aussi voilà, nous exigeons vraiment des jupes assez longues. Voilà, une tenue qui est assez conforme. Voilà, c'est tout ça. Faire appel aux parents. Nous essayons vraiment, de prime abord, de pouvoir régler les problèmes. Quand nous voyons que le problème persiste, c'est seulement que nous faisons appel aux parents. Alors, très souvent, c'est comme ça. Voilà. C'est de même un accent particulier sur l'éducation de la jeune fille. On dit bien que éduquer une femme, c'est éduquer toute l'humanité. Donc une femme bien éduquée, c'est à la fois une société bien éduquée. Voilà. Donc il faudrait vraiment mettre un accent particulier sur l'éducation de la jeune fille. Nous venons simplement accompagner les parents. Le premier travail est fait d'abord à la maison. Et nous venons seulement en appui, voilà, dans l'éducation de la jeune fille. Au vu de tout ce qui précède, l'éducation est l'arme la plus puissante à utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. À cet effet, il est impératif à toutes les parties prenantes de se donner à fond pour mieux cadrer les enfants à travers des principes et règlements en vue de les garantir un avenir radieux. Changement de registre, c'est un spectacle quotidien sur nos grandes artères entre deux files de voitures. Des jeunes de 15 ans à plus bravent la chaleur et les dangers de la circulation. Loin de tendre la main, ils ont choisi la vente ambulante pour subvenir à leurs besoins et soutenir leur famille restée au village. Un combat pour la dignité au cœur de nos embouteillages. Direction le carrefour de la capitale pour ce reportage. Dans ce reportage de Jamila Hamatini et Ibrahima à Kantala. Dans le tumulte de la capitale, les grandes artères ne sont plus seulement des lieux de passage pour de nombreux jeunes de 15 ans à plus. Elles sont devenues un lieu de travail où la vente ambulante remplace la main tendue. En effet, plutôt que de céder à la mendicité, ces jeunes choisissent de gagner leur pain à la sueur de leur front, accessoires, gadgets ou articles divers. Ils apportent les produits directement à la fenêtre des automobilistes, facilitant ainsi les achats en plein cœur du trafic. Ce petit commerce ne sert pas qu'à leur propre survie. Il est souvent le seul soutien de leur famille restée au village. Je vends des pirouettes pour avoir de l'argent afin de subvenir à mes besoins. J'envoie également à ma famille qui se trouve au village. Vraiment, j'attire l'attention des autres jeunes comme moi de ne pas céder à la mendicité. Vous savez, vivre dans les grandes villes à l'image de Niamey devient aujourd'hui un parcours de combattant. Rester bras croisés ne vous amènera nulle part. Moi, mon travail ici, je nettoie les vitres des voitures qui passent.
Souvent je gagne, d'autres temps non. Mais on se contente du peu qu'on trouve parce que cela garantit notre dignité. Je viens de Bani Bandou, je vends des pirouatas, je gagne mon pain pour couvrir mon quotidien. Vraiment, l'appel que je lance à d'autres jeunes comme moi, c'est de ne pas rester oisif. Il faut travailler, car travailler est mieux que de devenir un mendiant ambulant. Moi je viens de Kotangui, je vends des habits tels que des t-shirts et culottes. C'est mon propre budget que j'ai investi pour avoir des revenus afin d'aider ma famille. Si cette activité garantit le respect et l'indépendance, elle s'exerce dans les conditions rudes. Le travail, bien qu'il ne libère pas de toutes les contraintes, offre ici une reconnaissance sociale par l'effort. Cependant, la vigilance doit rester leur priorité absolue. Entre les fils des voitures et l'anarchie, les embouteillages, le danger est permanent. Dans ce cas, chaque geste devrait être mesuré pour que la quête de dignité ne se transforme pas en drame de la route. À tout seigneur, tout honneur, le samedi dernier marque une étape décisive dans la vie des étudiants de l'école privée de pratique de formation des agents de santé d'Ottawa à travers la cérémonie de leur prestation du serment. Cérémonie au cours de laquelle plusieurs personnalités de marque y étaient présentes en guise de reconnaissance et de gratitude. Le PDG de l'EFAS présente ce remerciement. Le 7 février 2026, nous étions honorés de la présence de plusieurs autorités, de plusieurs personnalités qui vraiment ont voulu faire le déplacement pour assister à la prestation du serment de nos élèves et étudiants. Parmi ces autorités, comme je peux le dire, il y a le gouverneur, et nous le savons, c'est les autorités qui donnent de la valeur à n'importe quelle activité. Et la présence du gouverneur et de toute son équipe a donné du sel dans vraiment cette activité, et ça a fait que cette activité était vraiment exceptionnelle. C'est le lieu de remercier vraiment le gouverneur, c'est le lieu de remercier le secrétaire général de la région d'Ottawa, c'est le lieu de remercier le chef de canton, c'est le lieu de remercier le SG de la préfecture, c'est le lieu de remercier l'administrateur délégué de la ville d'Ottawa et les autres administrateurs des arrondissements communaux 1 et 2. C'est le lieu de remercier les CCR, c'est le lieu de remercier les directeurs régionaux de la santé, de l'enseignement professionnel notamment, les forces de défense et de sécurité, les responsables des ONG, des syndicats, des ordres de médecins, sages-femmes, infirmiers, les chefs CSI, les majors, les directeurs des centres régionaux, notamment le CHR et le centre de santé mère et enfants, la MCD aussi, le HD commune, ainsi de suite. Vraiment, ils étaient tellement nombreux que nous risquons d'oublier beaucoup. Nous avons aussi honoré certains des encadreurs et certaines personnalités en leur donnant des témoignages de satisfaction et pour d'autres même des bourses d'études. C'est vrai, concernant la satisfaction, elle est vraiment totale, elle est générale. Nous sommes satisfaits de ce que tous les encadreurs sont en train de faire ici à l'école et sur le terrain. Donc, que ce soit les majors, que ce soit les infirmiers, tous les agents de santé, les sages, femmes, médecins qui sont dans les centres de santé, nous savons que sans eux, rien ne peut se faire. Nous savons que sans eux, nous ne pouvons pas aboutir à cette réussite. Donc, s'il était possible de donner des témoignages à tout le monde, nous allons le donner à tous. Tous, ils méritent ces témoignages. Mais dans toute chose, il faut sélectionner. Et c'est ça qui a fait que nous avons sélectionné ceux que nous pensons nous ont fait un peu mieux que les autres. Et vraiment, ils sont aussi nombreux. C'est vrai, certains ont eu leur témoignage devant même le gouverneur,
et d'autres, avec la situation, ils n'ont pas pu avoir ça devant le gouverneur, mais les témoignages sont là, soit ils sont déjà réunis, soit nous allons les remettre après, Inch'Allah. Je signale que le jour-là, nous avons honoré aussi même l'administrateur délégué de la ville de Tawa par un témoignage de satisfaction et même des bourses d'études. Et ce n'était pas un hasard, ce n'était pas vraiment choisi comme ça, c'est vraiment tous les efforts qu'il est en train de fournir pour la ville de Tawa, en général, pour l'ECFAS même en particulier, parce que c'est vraiment notre baba, comme on dit, c'est vraiment quelqu'un qui nous écoute, c'est quelqu'un qui nous accueille toujours à bras ouverts, c'est quelqu'un qui a accepté même de parrainer cette cérémonie de prestation du serment, c'est quelqu'un d'indestructible, vraiment. Donc, ces témoignages, c'est tout ce que nous pouvons faire pour montrer que nous sommes vraiment satisfaits. Merci, docteur. Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs du football féminin, la direction technique de la Fédération nigérienne de foot FENIFOOT nigérienne a dépêché une mission de 3 jours à Tawa pour s'inquiéter des conditions de travail de l'équipe féminine de la région et procéder à un prétexte pour la qualification à l'équipe nationale. Yaoulé Abdoumouni pour le contre-rendu. La direction technique nationale de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT a effectué une mission de travail de 72 heures allant du vendredi 6 au dimanche 8 février 2026 dans la capitale de l'ADER. L'objectif de cette mission est de s'entretenir avec les responsables des équipes féminines appuyées par une ONG de la place appelée ASB et procéder à un pré-test de sélection pour les équipes nationales U13, U15, U17. À Tawa, c'est plus de 500 filles scolarisées qui sont encadrées et suivies avec l'appui de l'ASB en équipement individuel et collectif et en appui financier pour les 24 encadreurs hommes et femmes dans le cadre de la promotion du football féminin. L'association régionale ayant remonté l'information jusqu'au niveau fédéral, le bureau exécutif de la Fédération nigérienne de football a dépêché une mission pour venir constater de visu les conditions dans lesquelles ces jeunes filles reçoivent la formation dans le cadre footballistique. Une séance de travail a regroupé les concernés afin de mieux cerner les conditions d'apprentissage. Le directeur technique national de la Fédération nigérienne de football est satisfait de ce déplacement sur la légendaire cité de l'ADER. L'association régionale de football de Tawa a remonté l'information. Il y a une association qui encadre les jeunes filles au niveau des établissements scolaires. Donc la fédération a diligenté cette mission pour venir voir le visu ce qui se passe. Et nous sommes là dessus les différents établissements de Tawa et de Madawa pour former les jeunes filles au football. Donc notre souhait, c'est de rencontrer et les encadreurs et voir également ces filles sur le terrain, pouvoir les évaluer, éventuellement sélectionner les différentes équipes nationales au niveau des jeunes du Niger. C'est exactement ça notre regret, vu le constat, on est étonné de voir que Tawa n'a pas une équipe qui représente la région au niveau du championnat de première division. Mais je suis sûr que ce n'est que partie de 10. C'est sûr que la saison prochaine, on verra une équipe de Tawa au niveau du championnat et également des filles dans les différentes sélections U15 et U17. Notez que cette mission est conduite par la présidence du football féminin, accompagnée du coordinateur général des équipes féminines, du directeur technique national et de l'officier média. Une photo de famille a sanctionné la fin de cette mission. Et c'est avec ce élément que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre aimable attention. Alors prenez soin de vous et soin de vos proches. Carrez-vous la vie. Au revoir.
Vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr 7, angle 26 degrés, 1010, polarisation verticale, 7.5. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs.